Laissez-nous passer. Pousse-toi. Bonjour, Yar. On ne peut te confondre avec personne. Il semble que mon retour ne soit pas opportun. Regarde-les tous! Ils ne me soutiennent plus! Regarde! Pourquoi ils me soutiendraient? Je suis votre chef et je suis tout simplement parti! Quelle sorte de chef fait une chose pareille, hein? Quelle sorte de roi abandonne son peuple? La pandémie, c'est les nazis. Qui est partout. Quand les gens entendent qu'on est en train d'acheter ou de signer des contrats pour des doses de rappel... Vous êtes en train de nous expliquer. Dans les 3-4 années qui viennent... Comment cette année? Bon, OK. Ils peuvent se dire, oh mon Dieu, on va être pris avec la COVID pendant longtemps. Pas mal d'années du Canada. C'est possible. Géré par Satan. Si on en a besoin, on va les avoir, ces doses. On passe à un autre appel. Oui, bonjour. Je réponds pas. Ça va un petit peu de vie privée. Vous collaborez avec l'ennemi. C'est privé. Il répond pas. Non, je vais y aller en français, moi. Vous êtes des collaborateurs. Qu'est-ce qui est arrivé comme... D'où ça vient, cette furie? This will be the new normal until a vaccine is developed. Until we find a vaccine, going back to normal means putting lives at risk. We need to produce it and to deploy it in every single corner of the world. Full vaccination of our children and pregnant women. Development of new vaccines, therapeutics and diagnostics. Before effective vaccines and therapeutics are developed. Vous collaborez avec les nazis, c'est aussi simple. Quelle sorte de père abandonne ses enfants? Alors qui va être roi? Pas de danger pour la population. Je n'ai jamais eu de compte en suisse Jean-Jacques Bourdin. Le ministre des Affaires étrangères mexicain qui est en train de remettre le premier passeport non binaire du pays. Pas besoin de dire féminin ou masculin, vous mettez juste un X. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X. C'est un salon, je cite, autour du bien-être. 115 intervenants qui vont venir parler de l'alimentation saine, de la santé naturelle ou encore de l'agriculture durable. Mais le problème aujourd'hui, c'est que bon nombre de ces intervenants sont affiliés directement à l'extrême droite ou encore au mouvement complotiste. Plusieurs d'entre eux sont même surveillés de près. Marcel Vincent les a vus. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. J'ai toujours dit aux Françaises et aux Français la vérité. Moi, je le verrais plus dans la vérité si je mens. Moi, plutôt,
Invece, mon ami. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Eh ben, tu vois, il est réglo. J'ai jamais vu quelqu'un qui me dise méprisant. Emmanuel Macron méprise les Français. Avec une banane comme ça, L'air méprisant qu'il prend. Ah mais ce n'est pas acceptable. Oui. J'ai remis 11 milliards par an. Oui, oui. C'est pour la pipe. C'est à quelle heure? La frutelle à 8 francs, la saucisse à 12. Et je vais vous dire, j'ai très envie de les emmerder. J'essaierai pas de parler à l'intelligence collective ni aux fainéants. Je suis toujours allé au contact des gens qui ne sont rien. Quand on a du mépris, on s'en fiche. Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Oh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Leak? Does that sound like a bat and a pangolin went into a bar in the Wuhan market and hung out and had sex and lo and behold we got SARS-CoV-2? No. Accidental or intentional release of a respiratory pathogen was the terminology used, and 4 times in April of 2019, 7 months before the allegation of patient number 1, 4 patent applications of Moderna were modified to include the term accidental or intentional release of a respiratory pathogen as the justification for making a vaccine for a thing that did not exist. This was premeditated domestic terrorism stated at the proceedings of the National Academy of Sciences in 2015, published in front of them. This is an act of biological and chemical warfare perpetrated on the human race, and it was admitted to in writing that this was a financial heist and a financial fraud. Investors will follow if they see profit at the end of the process. Vous savez tous comment ça se passe. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Voilà. Hein? Si, Madame Cook, vous êtes directrice de l'Agence européenne des médicaments et c'est vous qui avez autorisé les vaccins Covid de Pfizer et des autres. Vous avez donc joué un rôle central, moi je dirais crucial, dans la stratégie vaccinale imposée par la Commission. Je ne vous jette pas la pierre, vous avez eu une énorme pression politique. On l'a lu dans les messages qui ont fuité de votre agence. Vous avez donc octroyé une autorisation en 10 jours après avoir reçu la demande officiellement de Pfizer, sans production d'études, et Pfizer qui a sorti un vaccin en moins d'1 an. Madame, plus de 11 000 décès post-vaccination ont été signalés à l'EMA auprès de votre agence. Ici, un des rapports. Dernier d'ailleurs que je salue parce que malheureusement, vous avez encore changé votre site internet et on n'arrive plus à avoir accédé à ces statistiques. À partir de quand ou de combien de cas vous allez commencer à ouvrir des enquêtes, demander des comptes au laboratoire? Comment se fait-il que chaque fois qu'un effet négatif des vaccins, je dis bien à chaque fois, ce sont des agences nationales, la Suède ou d'autres qui ont trouvé en premier, réagi en premier? On se souvient des thromboses, des myocardites, des hémorragies féminines. Et l'EMA a toujours été la dernière à réagir. Alors que vous avez les moyens, presque 1000 employés, 417 millions d'euros de budget en 2022, dont 357 millions payés par les laboratoires pharmaceutiques. Vous nous direz aussi d'ailleurs combien vous verse le laboratoire Pfizer-BioNTech. Dans cette crise, vous avez paru laxiste et pro-labo. Pfizer vous a dit 95% d'efficacité. Vous avez répété 95% d'efficacité. Vous savez, les laboratoires ne disent pas toujours la vérité. Vous devriez le savoir. Vous avez travaillé pour les lobbies pharmaceutiques, excusez-moi. Le dernier temps qui me reste, en fait, je la consacrer à Valérie, maman de Justine, que j'avais invitée à venir ici, mais qui est en arrêt maladie et pour cause. Bonjour Madame le député. Ma fille de 20 ans s'est faite vacciner par obligation afin de rentrer à l'école d'infirmière à Montbrison. Première dose, 7 août 2021. Deuxième dose, 28 août 2021. À partir du 12 octobre 2021, malaise, tête lourde, tête oppressée, cerveau embrumé, tachycardie, palpitations, sueur, membres engourdis, vision floue, jambes qui n'apportent plus, fatigue. Se sont enchaînés une multitude de rendez-vous chez notre médecin traitant. À savoir que Justine n'est pas allée voir de médecin depuis 4 ans. Aller-retour dans les hôpitaux, on nous parlait de dépression, de spasmophilie. Tout ça en même temps que Justine essaie de suivre ses études d'infirmière. Elle travaille beaucoup à la maison, se déplace pour les partiels qu'elle valide haut la main mais n'a pu effectuer tous ses stages. Aucune prise en charge. On ne nous écoute pas. 23 janvier 2022, guérison quasi complète. Justine est totalement guérie. 5 février 2022, pour ses études d'infirmière, on oblige Justine à faire sa 3e dose. Elle dort pendant 30 heures. À son réveil, tous les symptômes sont revenus. Plus de bleu sur tous les membres inférieurs.
Herpès, peau qui gratte, après alimentation, modification du goût, elle n'a plus accès à son cerveau selon ses propres mots. Grâce au bleu, nous sommes un peu plus pris au sérieux. On nous dit effet indésirable dû au vaccin, mais personne ne l'écrit. 6 avril 2022, rendez-vous au service des infectieux à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Le professeur nous dit Covid long. Pour confirmer ses propos, il fait faire une prise de sang, sérologie négative. Justine n'a jamais eu le Covid. À demi-mot, il reconnaît que c'est le vaccin, mais ne l'écrit pas. Il nous envoie au centre de rééducation par le sport pour les Covid longs. Nous rencontrons un professeur qui l'a fait passer à ma fille. Je sais que vous allez vous couper, mais madame, non, je ne vais pas te couper. Est en train de nous regarder, et c'est important, parce que ces témoignages, on reçoit... Parler un peu plus lentement pour la traduction, s'il vous plaît. Et oui, on a plus de 3 minutes, donc il est nécessaire. Je vous remercie, madame la présidente. Nous savions pertinemment que ce n'était pas dû au stress. Nous partons sans prise en charge. Le professeur me demande de m'occuper de la rééducation de ma fille. Durant le test à l'effort, le cœur de Justine monte à 194 battements par minute et reste à 122 battements par minute pendant plus de 30 heures. En effet, à son réveil, elle se lève à 122. J'appelle le professeur, inquiète, il me dit qu'elle a dû faire un rêve agité. Nous recevons son compte-rendu sur lequel il écrit « Effet indésirable suite à vaccin contre l'hépatite B ». Malgré mes appels téléphoniques, sa secrétaire m'informe qu'il refuse de modifier. Ne sentant pas capable de gérer la rééducation de ma fille, je lui ai demandé si nous pouvions faire appel à un kiné. Nous allons chez un kiné qui très rapidement décèle un problème cardiaque chez Justine. Elle appelle elle-même notre médecin traitant afin que Justine consulte un cardiologue. Fin juillet, Justine voit un cardiologue qui observe des dysfonctionnements sans pouvoir les expliquer, aucune prise en charge. 20 octobre 2022, rendez-vous avec le docteur Cozon qui, après de multiples examens et prises de sang, nous informe que le vaccin a déclenché une encéphalopathie myalgique avec fibromyalgie incomplète. Il préconise de changer aussi son alimentation. Au deuxième jour de son stage, Justine est rentrée épuisée, courbaturée et le corps entièrement raide. C'est un énième effet indésirable de la vaccination. En effet, de nombreuses femmes en Covid long ont ces effets lors de ces règles. C'est important d'écouter jusqu'au bout. Mais ce que je regrette, c'est que l'EMA passe son temps tous les jours à répertorier des cas. Et ça, ce sont des vrais cas. Et vous n'avez qu'une partie de la face émergée de l'iceberg parce que 10% font cet effort d'envoyer leurs témoignages. Et ce que je regrette, c'est qu'à ce jour, vous répertoriez dans ces beaux documents et que c'est classé et que c'est terminé. Vous ne prenez pas en compte ces cas parce que vous l'avez encore dit en début de séance que le vaccin est sûr et efficace. Non, madame, le vaccin n'est pas sûr et efficace. Vous passez votre temps à répertorier. Il y a déjà des gens qui passent leur temps à écrire, ça prend du temps. Des gens qui passent leur temps à nous appeler. Et je vous invite, pour conclure, je vois que l'Union européenne veut mettre en place un numéro vert d'accès à des SOS. C'est bien. Moi, je demande à ce qu'il y ait un appel téléphonique aussi directement dans votre agence et que vous preniez en considération toutes ces malaises, toutes ces demandes, parce qu'il y a des vies derrière ces numéros d'appel, il y a des vies derrière ces lettres. Sorry to learn about the 15-year-old girl who's suffering all these problems, but it's very difficult for me to comment on an individual patient experience. There are patients. We have many patients who have done very well, and we have some few patients who haven't done so well. And I think it's important to realise that and to take all these reports very, very seriously, so that they help us to build up the body of knowledge that helps to determine, well, is there something we can do? Is there a risk factor that we can take into account that might prevent somebody having the problem as you have described. Et maintenant, pour en venir à la question sur le financement, je crois qu'il est essentiel que nous disposions d'un système indépendant pour la réglementation des médicaments. Et il est vrai que notre système actuel s'appuie sur des fonds qui sont collectés de la part de l'industrie, mais nous avons une politique très forte en matière de conflit d'intérêts. Nous tenons extrêmement fort à la communication. Nous avons un système d'examen par les pairs qui rend très difficile pour toute personne le fait d'influencer l'issue d'un processus ou d'une demande quelconque vu notre système de lutte contre les conflits d'intérêts et d'examen
donc par les pairs. Et je crois que nous devons toujours compléter ce que nous faisons déjà par des financements supplémentaires pour avoir des études supplémentaires, complémentaires. Nous essayons toujours de faire au mieux avec les ressources dont nous disposons, mais il est évident que l'on peut en faire davantage dans toute l'Europe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. A shot in every arm. There was an agenda here. Remember, early treatment was sabotaged. Hydroxychloroquine, that was recommended back in, 2004, 2005, after the first SARS and MERS outbreaks. They knew that was a molecule that could potentially, stop this pandemic. But they sabotaged it. They sabotaged ivermectin. They sabotaged a host of drugs that were cheap, generic, and available, and were being used successfully by doctors early on in the pandemic. Why did they sabotage that? Because they didn't want a treatment. Because if you had a treatment, you wouldn't be able to get an emergency use authorization. And we know from Fauci and Rick Bright at the Milken Institute symposium that they were just hungering for a universal vaccine campaign. They thought they'd have to have a pandemic to do that. Well, they got their pandemic, and they were going to make sure they get that universal vaccine program in place. First thing I would point out is, why has it taken a court battle and FOIA requests to get that information that should be public information out of the federal health agencies? That the trials that Pfizer and Moderna used and that the FDA and CDC used to approve the drug, to approve the vaccine. Why is that taking a court order? The other thing I would point out is if we had federal health agencies that were being honest and transparent, they would be showing us the key documents. They might number in the thousands of pages, but they would be showing us exactly what they looked at, what might have caused them some concern, put some question in their mind, but they're not doing that. Instead, they're doing these massive data dumps. They're going to court to resist or trying to take up to 75 years to dump all this information eventually. This is obscene, the lack of honesty and transparency by our federal health agencies. Well, I think the FDA requested something like 23 and a half years for the latest calculation. Dump, yeah. But the judge, a Texas judge now has told them that they have to do it in, I think, 2 years or something like this. I mean, these feel like kind of astronomical numbers considering how quickly all this was done at the outset. I'd like to see some auditors go into the FDA, the CDC, and start going through their documentation. And rather than have these tens of thousands or hundreds of thousands of pages of data dumps, most of the information is going to be completely irrelevant. Go into those agencies and say, no, this is the information that the public needs to see. That supported your decision, or that might have given you pause in terms of whether or not you should have offered or allowed an emergency use authorization here. Again, we're not talking about needing tens of hundreds of thousands of pages. We probably need a few thousand to really see what the FDA relied on, and what level of corruption there might have been in them granting this approval. Let's go back to this paper in the journal Cell. This reanalysis of the data. How do we actually know what data was used by the FDA to make the approvals in the first place, and how those approvals were made? Well, we don't know. They won't tell us. I mean, that's our problem. That's what is so outrageous about this. They should be, if they had good reasons, they should just be laying it out for us, I mean, in all its detail. But the fact they're not, the fact that they're resistant, that tells you something. And of course, what we've seen so far is a long, long list of vaccine injuries that were recognized in the trials by those companies. We know that all-cause mortality was higher for the vaccinated group versus the unvaccinated group. We know that they completely destroyed our ability to really trace the long-term effectiveness and the long-term safety of these things by unblinding the participants and vaccinating all of them. So they ended the trial before we could really get the data that we needed long-term. And one thing, again, I get accused of spreading misinformation, by the way, falsely. There's not one thing I've said about COVID that's ever been proven to be untrue. But one thing nobody's ever challenged is when I say nobody, and I mean no one can tell you the long-term safety profile of these vaccines. Toi, non? Et toi, tu veux? Non! Non! Personne! Qui veut être roi?
qu'il faudrait une commission d'enquête pour les effets secondaires? Non, il faut être transparent. Je crois que d'abord, il faut rassurer les Français. Les patients qui ont été vaccinés sont suivis. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, il n'y a aucune alerte. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Il n'y a pas d'alerte. La santé n'est absolument pas menacée. En France, 190 000 effets secondaires, 25% de graves. Il n'y a pas d'alerte. Il y a des effets qui sont irrémédiables. On voit des gens qui sont amochés à vie et des gens qui sont morts. Pas d'alerte. Comment ce porc a pu laisser des traces là-haut? Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon est là. Si même hier soir, vous avez vu la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La France et l'Ukraine qui ont appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie. Vous lui avez promis des armes, des munitions. On promet à tour de bras, mais il n'y a aucune vision à long terme. Il vous a forcément demandé des avions de chasse, comme il le demande à tous les dirigeants occidentaux qu'il rencontre. Donnez-nous des avions de chasse pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. Vous lui avez dit non, non pour aujourd'hui, non pour demain, non pour toujours. And they called it Non, il y a toujours la même ligne. La ligne de notre défense nationale. Aider l'Ukraine à résister et maintenant se joue beaucoup. Il faut savoir que la guerre arrive. Il ne faut pas avoir peur. C'est un avenir européen. Le succès de cette contre-offensive sera déterminant pour la capacité à bâtir une paix durable. Aujourd'hui, la civilisation est de nouveau à un tournant décisif. C'est pas la guerre là aussi. On aide l'Ukraine à résister. C'est plus du en même temps, c'est de la schizophrénie. I want everybody to stop dying. Le président Volodymyr Zelensky va donc recevoir dans quelques instants ce prix Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Le prix Charlemagne avait vocation à récompenser des acteurs qui ont contribué à la construction européenne. Robert Schuman, Jean Monnet, Simone Veil, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing, le pape Jean-Paul II, le pape François, Emmanuel Macron qui l'a reçu. Ce qui frappe quand on questionne les Français de toutes opinions politiques et quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent « il est méprisant ». Il est méprisant. Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais. Il est hors sol cet homme. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dise méprisant. C'est la mort de tout avec lui. Enfin, me dites, vous êtes trop dur. En France, ça devient la dictature. Vous êtes trop décidé. On ne peut pas gouverner contre son peuple. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral assez. Стояли черги, люди записувались, щоб йти і захищати своїх дітей і свою домівку. Записувались в воєнкомат, військкомати, а у них силою притягували людей на поле бою. Що це за новості?
Ти чіпаєшся, армію забирай, кажи нам! Ти чіпай дитину! Пустіть! Да я заснял, блядь. Кого ты следишь? Ты направо, ты керосина переворачивал, блядь. А сюда автоматику дали. Давай, блядь. To cut back on his cocaine use, it's obviously affecting his mental faculties. Look, the reality is Russia has not been out invading other countries. Russia has not been carrying out expeditionary military adventures, with the exception of Syria, where it was invited to come in back in 2015, I believe, to come in and help Syria fight off Islamic rebels that were being funded by the United States and by the United Kingdom. This notion that Russia is this aggressive power it's a lie. And do not forget that Zelensky, when he ran for president, ran on the promise that he would bring peace. And once in office, he did a complete 180. He embraced people like the Azov Battalion, the neo-Nazis, active Nazis, and embraced the elimination and erasing Russian culture and Russian heritage. What he's saying is delusional. Russia will end up crushing the Ukrainian military and NATO in the process. And Zelensky, he'll be lucky to survive. If he survives, he'll be in exile. Заявлений господина Макрона насчет вассала, хозяина, вы знаете, это по Фрейду. У кого что болит, тот о том и говорит. А господин Макрон известен тем, что уже не первый год провозглашает курс на обеспечение стратегической автономии Европейского Союза.
Это глаз вопиющего в пустыне. Всем прекрасно понятно, что на практике никакой стратегической, да и вообще любой автономии Евросоюзу Соединенные Штаты иметь не позволят. Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца, это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане. И увидите, что их век политический недолг. Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд. Вы меня рассмешили. Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. Так же, как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны. Наши противники решили, что многонациональность России – это и есть ее уязвимое место. И делают все, чтобы нас разобщить. Manifestement, vous avez tous pris une décision à mon sujet. Je ne peux vous en blâmer. Nous y voilà. Alors les garçons, qui va le faire? Qui va me tuer? Une explosion colossale a été enregistrée dans le principal entrepôt d'armes et de munitions fourni par l'OTAN à Khmelnytsky, dans l'ouest de l'Ukraine. Des images circulant sur Internet le 14 mai 2023 montrent que le dépôt de Khmelnytsky, destiné à l'opération offensive prévue par les forces ukrainiennes, a explosé avec une grande force après qu'un missile russe l'a touché et a détruit une partie des forces de contre-attaque menées par les principaux responsables. Il s'agit probablement de l'explosion la plus importante de toute la guerre d'Ukraine, car le dépôt dispose de grandes quantités de carburant et de munitions qui lui permettent de résister à plusieurs grandes attaques répétées. Khmelnytsky se trouve dans l'ouest de l'Ukraine, au nord de la Moldavie et près de Lviv. Il s'agit ici d'une attaque de missiles à longue portée, mais des sources pro-ukrainiennes ont publié des rapports selon lesquels la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones Shahed. 4 drones ont frappé une installation d'infrastructure dans la vieille ville de Khmelnytsky, provoquant une explosion qui a endommagé des propriétés résidentielles ainsi que d'autres bâtiments. 17 autres drones ont été abattus par les défenses aériennes. Des personnes ont été blessées. Les trains ont fait demi-tour. Il convient de noter que les frappes russes ne visent que les armes fournies par l'OTAN et l'Occident, et non les installations civiles. Allez-y, peu m'importe. Allez-y. De grâce. Qu'en penses-tu, Vitsark? Tu crois être un homme maintenant, Vitsark? Je te défie de le faire. Mets fin à mes souffrances. Fais-le. Fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le!
20 мая 23 года. 20.05.2023. Сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Для нас, для всех наступила новая реальность. Это, как я уже сказал, отражено в концепции внешней политики. И если брать тенденции глобальные, то то, что сейчас происходит вокруг Украины, конечно же, ускоряет переход к многополярной системе международных отношений. Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря. Это мы видим, но эта консолидация все-таки скорее напоминает подчинение, тотальное подчинение своей воле всех остальных. Но, несмотря на это, консолидация произошла. Но одновременно возникла и линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством, странами глобального Юга и Востока. Now we're trying to fight a proxy war for all the wrong reasons, and we're killing the Ukrainian nation. They're down to perhaps 14 to 18 million now from an original population back in January of 2022 of about 34 million. Everyone's left that could go. They've either gone east, almost 2 million into Russia, or 10 million west into Europe. And when you talk to them on the way out, as most of the news media have, they say, will you go back? Never. Yeah. Ukraine is the historic breadbasket of Europe. It is enormously productive. It could be the gleaming jewel economically if we had neutralized it. It could be as wealthy and prosperous today as Austria is. And that was the model. That's what we should have done. Instead, we got this terrible war. And today, Russia is not weak. Russia's military is now larger and stronger than anything that we've seen since the 1980s. Its economy is booming. And as I said earlier, 81 nations are headed to St. Petersburg in June for a major conference, the purpose of which is to bring them into this larger plan to back currency with gold. And the gold in China, the gold in Russia, the gold in India is just the tip of the proverbial iceberg. It's just the beginning. The question is, what do we do? And these people in Washington have no answers. No. And that's why prices rise, services fall apart, the armed forces are in ruins, our borders are open, and there is no rule of law. We are being destroyed by this regime in Washington. La thermographie ou l'imagerie thermique peut détecter des températures corporelles internes anormales, ce qui lui permet de mettre en évidence les zones d'inflammation ou de mauvaise circulation sanguine. C'est le moyen le plus efficace et le moins invasif de détecter les thromboses veineuses profondes, également connues sous le nom de caillots sanguins. Le biologiste Felipe Wright, au Brésil, possède sa propre ligne d'équipement d'imagerie thermographique et a commencé à diagnostiquer ses patients ayant été vaccinés avec les injections COVID. Il a constaté des caillots sanguins importants dans l'ensemble du système vasculaire, chez les personnes asymptomatiques qui avaient reçu l'injection. Cette image a été prise sur un athlète de 23 ans. Les lignes sombres sont des caillots sanguins. Cette personne de 23 ans a reçu l'injection, mais ne présente aucun symptôme. Felipe Wright a également effectué des analyses de sang vivant. Et comme plusieurs autres chercheurs, Wright signale la présence de structures étrangères prenant forme dans le sang des personnes vaccinées et montre comment les cellules sanguines se sont agglutinées à la suite de l'injection. La semaine dernière, le Dr. Richard Fleming a mis en ligne une vidéo montrant ce qui se passe lorsque les vaccins génétiques sont ajoutés directement au sang humain. Après avoir ajouté le vaccin Janssen à un échantillon de sang sain, on peut observer en temps réel le sang lorsqu'il commence à s'agglutiner et à se regrouper. Des études menées par Natural News ont conclu que ces soi-disant caillots sanguins sont presque entièrement dépourvus d'éléments marqueurs clés qui seraient présents dans le sang humain, mais présentent des concentrations nettement plus élevées d'éléments utilisés dans l'électronique et les circuits,
Pendant ce temps, le PDG de Moderna, l'entreprise qui arnaque ses clients à hauteur de 500% pour son injection mortelle, a reçu une augmentation de 50% après avoir encaissé 400 millions de dollars d'actions. Plus nous restons longtemps sans justice, plus cela devient acceptable. Moderna investit maintenant dans l'avenir de ses injections à caillots. Voici un bout de ficelle. Un brin. Ça ne semble pas être grand-chose. À moins qu'il ne s'agisse d'un brin d'ARNM, le code de la vie à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Il a le pouvoir de tout changer. L'ARNM a déjà changé la façon dont nous combattons les virus. Il a créé des médicaments à une vitesse sans précédent. L'ARNM pourrait changer la façon dont nous résistons à de multiples maladies. Des plus répandues à celles extrêmement rares. Il pourrait même personnaliser notre approche du cancer. Un brin d'ARNM pourrait changer la vie pour le mieux. Partout. Et l'entreprise qui nous y conduit, Moderna, ça change tout. Reportage pour Infowars, c'était... États-Unis. Attention YouTube et attention Facebook, vous ne censurez pas ça, sinon vous devrez le justifier clairement. Le CDC annonce officiellement qu'environ 1 million d'Américains ont été tués par les injections d'ARNM. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu, environ 1 million d'Américains ont été tués par les injections d'ARNM. Observez bien ce tableau qui met en parallèle le nombre d'injections hebdomadaires d'ARNM en rouge et le nombre de morts par semaine en bleu. La similitude des deux courbes est indiscutable. Ici, nous avons un pic d'injection en décembre 2021 et un mois plus tard, un pic parfaitement similaire sur la surmortalité. Au cas où vous auriez des doutes, ici nous avons un autre pic d'injection en novembre 2021 et un mois plus tard, un pic parfaitement similaire sur la surmortalité. Maintenant, osez dire que les complotistes sont des menteurs, je m'en fous. L'Organisation des nationalistes ukrainiens, c'est un mouvement nationaliste extrémiste qui a été créé en 1929 lors du premier congrès de Vienne. Elle englobe l'organisation militaire ukrainienne, son but est de maintenir la force de la nation ukrainienne par la dictature. Le groupe appartient à une mouvance antisémite, anti-roumain, anti-polonais, un peu anti-tout. Mais surtout, elle est particulièrement attachée à la mouvance nazie, un peu comme les bataillons d'Azov qui sévissent en Ukraine. Vous savez, ce bataillon qui tire sur ses propres ressortissants. Des Ukrainiens qui tirent sur des Ukrainiens! Oui, les Ukrainiens tirent sur les Ukrainiens. Nous avions fait une vidéo sur le sujet en mars 2022, rappelez-vous. Ce que l'on va retenir, c'est surtout la tendance plutôt inquiétante de la politique dictatoriale et c'est là que l'on peut constater, en accord avec l'adage bien connu, tout ce qui se ressemble s'assemble. Zelensky n'hésite pas à parader avec l'insigne de cette organisation pro-nazie aux côtés de dignitaires qui partagent les mêmes valeurs. Macron, lui, arbore toujours l'insigne de la Légion d'honneur qui lui a été remis comme à tous ses prédécesseurs. À ce titre, il faut bien comprendre le sens de cette décoration. Elle n'a rien d'honorifique, bien au contraire. Maurice Papon, qui en son temps fut reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité, a été autorisé par la justice à être inhumé avec cet insigne de la Légion d'honneur. En mars 2016, Hollande a accordé cette distinction à l'ancien prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Nayef, qui avait déjà procédé à 70 exécutions dans son pays depuis le début de l'année. Il existe évidemment pléthore d'autres exemples. Franchement, est-ce que ça vaut ça, la Légion d'honneur? Dès lors, le symbole de cette décoration n'a évidemment plus rien d'honorifique. Si Macron voulait me décerner cette décoration, ce qui ne risque pas de m'arriver puisque je n'ai rien fait de mal, je la refuserais sans hésitation, évidemment. Quoi qu'il en soit, quand vous voyez Volodymyr Zelensky arborer fièrement le symbole de l'Organisation des nationalistes ukrainiens sur son t-shirt,
vous devriez comprendre un peu mieux quelles sont ses intentions. D'un autre côté, s'il avait mis une croix gammée à la place, ça n'aurait pas passé. Pour Zelensky, on peut dire que ça sent le sapin. Le grand héros de Macron n'en a plus pour très longtemps à jouer la comédie et le tyran avec son petit insigne des adorateurs du nazisme. Actuellement, il n'est plus en Ukraine. Mais pourquoi donc ? Macron, lundi dernier, sur le 20h de TF1, s'est exprimé. Rassurez-vous, je ne vais pas m'étendre sur un sujet qui nous fatigue tous au plus haut point. Mais juste quelques petits éléments importants qui nous confirment que la situation en France ne peut pas s'améliorer avec ce jeune dictateur qui continue à nous parler. Une paix durable, grâce aux armes et à l'argent qu'il va continuer à déverser à l'Ukraine. Macron va donc continuer à armer le bras de Zelensky pour pilonner la Russie, ce qui va occasionner de nouveau des pertes humaines dont Macron se moque totalement et qui en plus va faire de la Russie un ennemi de la France de plus en plus flagrant. Que pouvons-nous attendre de cette manœuvre stratégiquement catastrophique ? Il ne faut pas être bien malin pour le deviner. Tout d'abord, la France doit craindre de plus en plus les représailles légitimes de la Russie, et je rappelle que la force de frappe de cette nation ne devrait pas nous permettre de jouer les kékés. C'est malheureusement vers cette catastrophe que Macron nous entraîne à toute vitesse. Donc pour être tout à fait... J'ai parlé de formation. Missiles et formation, cela confirme non seulement que Macron va continuer à jouer à la guerre, mais qu'en plus il va former des pilotes ukrainiens pour une offensive russe. Toujours droit dans ses bottes, il montre ses dents, ses petites dents, pour provoquer Vladimir Poutine et au passage protéger les intérêts de l'État profond en Ukraine. Bref, il continue à faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour permettre à la France de grandir et de se développer. Il y a évidemment du McKinsey derrière tout ça. On n'avait jamais vu ça, mais Macron savait parfaitement que cette pseudo-pandémie était programmée et préparée depuis très longtemps. Pour lui, ce n'était pas du tout une surprise. Nous avons maintenant des tonnes de preuves qui démontrent très clairement que le petit Covid sans danger a été mis en place pour pouvoir arroser la population d'un breuvage injectable abusivement qualifié de vaccin et pour lequel ils n'avoueront jamais l'incorporation d'ARN messager dont Alexandra Henrion-Caude nous explique toute la mécanique dans son livre. Et pour en revenir à la réforme des retraites, puisqu'il en parle, il manquerait 10 milliards pour compenser une prétendue déficience financière, mais il ne va pas hésiter à balancer 413 milliards pour l'armée française. Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Alors on a 2 millions de personnes dans la rue, parce qu'il manque 12 milliards pour les retraites, et lui il sort 400 milliards pour l'armée, comme ça, tranquillou. Ça va, on dérange pas trop ? 400 milliards. Mais mec, on va affronter qui? Les méchants dans Star Wars? Voldemort? Xavier Dupont de Ligonnès? Non, parce qu'avec 400 milliards, on peut partir à la retraite à 30 ans, les gars. Faudrait pas qu'on profite trop de la vie, ça serait trop con. Par contre, pour les hôpitaux, que dalle. Pour la protection sociale, que dalle. Pour la rénovation des bâtiments, que dalle. Non, il y a quand même des gens qui sont chez eux, qui ont pas de thunes pour se chauffer ni remplir le frigo. Mais lui, il double le budget de l'armée. Eh, pas mal pour un mec qui a pas fait son service militaire. Quand tu mets 400 milliards dans l'armée le lendemain d'une manifestation avec 2 millions de personnes dans la rue, c'est pas que t'as peur des autres pays, c'est que t'as peur du tien. L'emmerdeur covidiste belliciste a peur. Et nous n'en serions pas là si Macron n'avait pas généreusement offert nos chars Leclerc, nos canons César, nos blindés légers à son petit copain Zelensky, qui fait actuellement sa tournée européenne pour réclamer encore des sous et des armes. À son dernier passage, Zelensky a également demandé 1 milliard d'euros pour racheter des munitions qui se sont volatilisées le week-end dernier. Un peu plus tard, Macron a dû se dire « Oups, mais il me faut des armes aussi. Je suis en guerre contre la France et bientôt contre la Russie. » Suisse, le journal de propagande suisse ID News, c'est bientôt fini. Ces chasseurs de complotistes et destructeurs de réputation qui n'ont jamais hésité à user de méthodes déloyales pour écrire leurs mensonges sont en fin de parcours. C'est évidemment une très bonne nouvelle pour les alerteurs que nous sommes. La fondation genesoise Aventinus avait racheté le site en même temps que Le Temps au 1er janvier 2021. Contacté, le rédacteur en chef Serge Michel s'est refusé à tout commentaire. Au revoir ID News. Nos regards se tournent maintenant vers Le Monde, BFM ou Libération dont on espère une mort prochaine afin de laisser place à des médias qui diraient la vérité par exemple.
avec le professeur Perron à Saintes, est-ce qu'ils ont fini par répondre à ces 33 questions-là? Oh non, mais j'ai bon espoir qu'ils n'y répondent jamais, puisqu'on s'est fait enfumer depuis le début, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes 3 livres, qu'il y a une gigantesque manipulation qui était orchestrée depuis longtemps, qui était coordonnée au niveau de beaucoup de gouvernements, qui prenaient les mêmes décisions le même jour. On sait qu'il y a des agences de conseil qui étaient derrière, qui rédigeaient les textes pour les lois. C'était tout préparé à l'avance. Donc, bien entendu, si on révèle la vérité, ça les embarrasse beaucoup. Ils ont essayé de censurer dans tous les sens, mais ils n'y arrivent pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils essaient de se déchaîner en ce moment pour censurer les réseaux sociaux, parce que ça leur échappe. Les médias principaux, ils les ont achetés. C'est vrai. Mais ce qui est un petit signe quand même encourageant, c'est que depuis quelques semaines, si vous regardez, les médias principaux en France critiquent Macron, critiquent sa politique. Pourquoi d'après vous? Comment? Pourquoi d'après vous? Est-ce que le système commence à lâcher Macron? L'État profond se rend compte que c'est la pagaille en France et ils n'aiment pas ça, ils aiment bien faire leur business dans la paix, la tranquillité. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en train de lâcher certains, mais ce que j'ai peur, c'est qui vont nous mettre à la place. Donc, je ne sais pas encore, j'ai mes petites idées, mais je les garde pour moi pour l'instant. Mais... Qu'est-ce qu'on doit faire pour justement avoir les réponses à ces questions? Ceux d'exposer la vérité, là, ils sont très très mal parce que ça pète de partout. En France, la justice n'a pas bougé, mais elle est quand même assez aux ordres. Mais aux États-Unis, il y a peut-être des magistrats corrompus comme partout, mais aux États-Unis, il y en a qui lâchent pas. Hein, si vous regardez les procédures actuelles dans d'autres pays. Et puis surtout, regardez la une de The Economist. The Economist, c'est le journal des Rothschild. Hein, la semaine dernière en Angleterre, la une, c'est Grande-Bretagne, 250 000 de morts en trop. D'où ça vient? C'est-à-dire que maintenant, ils ne peuvent plus cacher les morts sous le tapis. Ces soi-disant vaccins ont provoqué des morts dans une proportion considérable, y compris des jeunes, alors que l'épidémie, le Covid, finalement n'a pas été responsable d'une vraie surmortalité, un petit peu chez les personnes très âgées, mais qu'on aurait pu soigner. Mais c'est vrai que les médias anglo-saxons ont plus peut-être une culture de l'enquête ou du scoop qu'en France. Parce qu'en France, là, j'ai l'impression qu'on ne parle de rien à part en ce moment du neveu de Madame Macron. Quoi. Je suis désolé parce qu'il y avait une grande tradition journalistique française. Moi, quand j'étais petit, il y avait des vrais journaux d'investigation, des vrais journalistes d'investigation. Et maintenant, l'AFP, c'est la voix de son maître. Et puis quand l'AFP sort un sujet qui n'est même pas vérifié, comme c'est l'AFP, tout le monde le reprend beau. Il n'y a aucun journaliste qui vérifie quoi que ce soit, c'est lamentable. Bon, alors les amis, une petite vidéo no comment, d'après vous, trouvée sur TikTok, ça y est, je m'y suis enfin mis, on peut se retrouver sur TikTok, je m'y suis enfin mis, alors je me suis régalé, j'ai sélectionné quelques petites vidéos que l'on trouve sur TikTok. Eh bien, voici la première, pas piqué des hannetons, no comment, encore une pépite, on la regarde. Hop. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955 toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre 2 maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dengue sur les villes de Savannah et Avon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati, l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. Et donc j'ai pu lire, et je rejoins assez cet avis, que cela représente évidemment les pays du monde qui abandonnent leur puissance militaire et leur identité nationale pour le bien commun. Une autre référence au nouvel ordre mondial avec un seul gouvernement et une seule armée. Mais pourquoi le garçon allemand est-il au centre de tout ? Il y a tellement d'allusions, vous allez le voir, à l'Allemagne et au nazisme dans cet aéroport, qu'il n'y a aucune chance, mais aucune chance, que ce soit une simple coïncidence.
D'ailleurs, moi personnellement, j'ai immédiatement pensé à l'opération Paperclip, qui a permis, comme vous le savez, à d'éminents scientifiques et chercheurs nazis de se rendre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Au bas de la peinture murale se trouve une figure brisée tenant un fusil, donc représentant, on va dire, la guerre, avec 2 colombes assises dessus, représentant la paix. Cela fait chaud au cœur. Mais suivez maintenant le mouvement de l'arc-en-ciel qui commence sous la statue, contourne les enfants et nous mène à la deuxième partie de la fresque qui a été en plus récemment repeinte. Le monstre s'est réveillé. Ce grand personnage militariste et agressif est vêtu, encore une fois, d'un uniforme nazi. Remarquez le symbole sur le chapeau. Et son visage a la forme d'un masque à gaz. Ses mains tiennent un fusil et un 6 mètres qui moleste violemment la colombe porteuse de paix. Sur la gauche, on voit une file interminable de parents en pleurs tenant leur bébé mort et mou. Il s'agit d'une peinture, mais vraiment atroce, où personnellement je ne vois ni message, ni morale rédemptrice. Le fait qu'elle ait été exposée, encore une fois, à l'entrée principale du plus grand aéroport américain, à l'époque du politiquement correct, parce que c'est quand même dans les années 90, est totalement aberrant. En résumé, ces peintures murales décrivent clairement les objectifs admis que l'on peut lire dans les documents appelant à un nouvel ordre mondial. Dépopulation massive de la Terre, mort des croyances judéo-chrétiennes, gouvernement mondial unique, restauration de la nature. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur les Georgia Guidestones, vous remarquerez peut-être que les thèmes sont étonnamment similaires. Une coïncidence ? Les Georgia Guidestones comportent également une pierre de fête sous laquelle est enfouie une capsule temporelle. Il n'y a pas de théorie du complot ici, ce sont des faits. Tout est écrit dans la pierre pour que vous puissiez le voir. Les élites construisent des monuments pour célébrer leur culture. C'est-à-dire que McKinsey, qui était médecin, bien sûr, McKinsey, l'expert de McKinsey, il était médecin. On est face à un administratif pur. Et là, finalement, on ferait le procès de l'administration face aux cliniciens. Et je crois que c'est un petit poil plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'au fond, un système de santé, c'est à la fois le système de soins, comment on administre des soins, etc. Comment on le rembourse et comment on le finance, deuxième point. Comment on forme les médecins et comment on établit le savoir, la recherche, comment on établit que quelque chose est fiable et va servir de référentiel. Or, dans toutes ces dimensions-là, c'est un logiciel comptable qui a remplacé le logiciel de soins. Dans la recherche, aujourd'hui, vous n'êtes financé que si vous faites un projet bench to bedside. C'est la fac qui le dit. C'est la fac qui finance. Bench to bedside, c'est-à-dire des bancs de la fac jusqu'à une start-up. Si vous ne faites pas une start-up, si vous ne créez pas une app, une application, si vous ne créez pas un algorithme qui va rapporter de l'argent et que vous pourrez vendre, ou que vous faites un partenariat public-privé, ce mot est important, le partenariat public-privé, vous ne serez pas financé. Et pour McKinsey, j'ai dit dans mon dernier livre, et j'avais la preuve, donc j'avais jamais été attaqué en diffamation pour l'avoir dit, il y a des agents de McKinsey, payés par McKinsey, qui sont présents comme soi-disant fonctionnaires dans les ministères, dans le ministère de la Santé, qui ont des papiers en tête, République française, bleu, blanc, rouge, ministère de la Santé, monsieur Tartampion, il a le papier en tête du ministère, l'adresse courriel du ministère, machin, @santé.gouv.fr. Et ça, si je l'ai vu dans le ministère de la Santé, je pense que c'est dans tous les ministères. Et juste pour rebondir sur les ARS, l'ARS, pour moi, c'est terrible, c'était une mise sous tutelle de la médecine. Moi, j'ai participé quand j'étais jeune assistant, les recommandations, tout ça, c'était sympa. On nous disait, voilà, faut orienter les pauvres médecins qui sont perdus, leur donner des repères pour prendre leurs décisions. Mais c'était de la recommandation soft où le médecin gardait sa liberté. Puis petit à petit, c'est devenu obligatoire. Et maintenant, les ARS, même les caisses d'assurance maladie, dénoncent les médecins qui ne suivent pas la recommandation de telle société savante et envoient ça au Conseil de l'Ordre pour qu'ils soient attaqués, voire radiés dans certains cas. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire que si on relie le système de financement au système de soins, aujourd'hui, si vous faites quelque chose qui n'est pas conforme aux recommandations des sociétés savantes, et qu'il se passe quelque chose, un aléa thérapeutique, un événement indésirable grave,
vous ne serez pas remboursé. Et donc la question prudentielle, assurantielle, vient rentrer dans la question du soin. Et vous voyez que ce colloque singulier entre un médecin et un malade commence à être singulièrement moins singulier, puisque vient s'y immiscer un administratif, vient s'y administrer l'assurance, viennent s'y immiscer les sociétés savantes financées par les laboratoires pharmaceutiques, viennent s'y immiscer tous les prédateurs du pognon. Parce que le fond de tout ce qu'on est en train de dire, c'est que le budget d'un système de santé, c'est l'équivalent du budget de l'État. Qui n'a pas envie de croquer ce budget? Si tu contrôles 90% d'un système et que tu fais Orwell, si t'as 10 mecs qui disent la vérité à côté, c'est la merde. En fait, ça te torpille ton truc. Donc, ils ont besoin, je pense, effectivement, d'un contrôle complètement total. Et donc, on va, à mon avis, assez rapidement être une épine dans le pied de ces gens-là. C'est des titres de presse qui vivent sous perfusion. Et donc, oui, l'État et ses milliardaires qui sont des amis du président maintiennent à flot des marques. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi ils font ça? C'est parce que ça permet de s'adresser à l'opinion. Ça permet de dissimuler certaines infos gênantes et de monter en épingle des infos moins importantes ou de faire passer de la propagande. 95% des marques privées entre les mains de 5 ou 6 milliardaires, c'est une catastrophe démocratique. Bernard Arnault, qui possède Le Parisien et Les Échos, qui est un soutien officiel du président, qui finance les écoles de Brigitte Macron, est l'homme qui, en France, reçoit le plus de subventions pour la presse. Il y a un moment donné, on se fout de notre gueule, quoi, quand même, largement. Non, on n'est pas libre, et quand on se sent libre, c'est vraiment qu'on enquête assez peu, à mon avis. Si on enquête et qu'on commence à déranger des intérêts, assez vite, je pense que ça se passe pas bien dans ce genre de médias, quoi. Avoir des gens qui, encore aujourd'hui, à 40 balais, on a plus 5 ans, quoi, te disent, c'est le ministre qui l'a dit, moi je trouve ça surréaliste. La propagande, c'est pas que des mensonges, pas du tout. La propagande, faut que ce soit cru. Donc c'est subtil, la propagande. Donc ça a l'air d'être de l'information. D'ailleurs, ça révèle des véritables informations, et puis, un peu subtilement, ça va mettre sous le tapis des informations qui dérangent ou monter en épingle des faux sujets. On est dans un système où le pays massacre l'information, laisse corrompre l'information, laisse frapper les journalistes dans les manifs. Enfin, je veux dire, la violence de Macron insidieuse sur la presse, elle est absolument terrible. Et à côté de ça, on nous explique, il y a un problème, il y a des fake news. Ouais. Au bout d'un moment, le pouvoir politique lui-même s'aveugle. Quand on anesthésie la presse, en fait, on sent plus le pays, quoi. Et je pense que ces gens-là ne sentent plus le pays. Si l'on examine ces deux traités en détail, d'une part le règlement sanitaire international qui est en cours d'adaptation et d'autre part le nouveau traité sur les pandémies, on constate que le tout n'a qu'un seul objectif, donner à l'OMS plus de compétences, plus de pouvoir, plus de moyens financiers afin qu'elle puisse déclarer la pandémie encore plus tôt et encore plus longtemps qu'auparavant, et donc prendre les rênes. Car sous le titre de prévention et de lutte contre les pandémies, elle pourra imposer tout ce que bon lui semble. L'OMS a prouvé qu'elle était avant tout intéressée par la commercialisation des produits de ses bailleurs de fonds. Elle agit en tant qu'agence de marketing de Big Pharma. On ne constate que cela. L'OMS ne se soucie absolument pas de la santé des gens, sinon elle s'occuperait bien davantage ou même se préoccuperait des effets secondaires de ces mesures, en particulier les substances ARNM expérimentales. Elle ne le fait pas du tout. Et le seul problème de l'OMS semble être comment distribuer plus rapidement encore plus de substances à encore plus de gens. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir du malheur des autres, mais un média suisse, ID News, qui a eu des positions lamentables et abjectes depuis des années, c'est-à-dire qu'ils ont cédé à la désinformation, à la falsification, au blanchiment d'informations fausses, de propagande et de harcèlement, finalement, a creusé sa tombe et va être mis sous la tutelle du temps qui lui-même est en pleine dégénérescence. Donc mon commentaire, bon débarras, la place des détritus est à la poubelle, mais vraiment, on est dans un degré de fraude et de falsification de la part de gens qui, de surcroît, ont eu le toupet de s'appeler eux-mêmes les scientifiques de l'information. Ce qui montre au besoin qu'ils n'ont rien compris ni à l'information ni à la science. Et une épitaphe en leur honneur, ainsi que pour tous les médias qui tombent dans le même travers, cette phrase de Camus, « Les faits sont les faits » et qui dit que le ciel est bleu quand il est gris, prostitue les mots et prépare la tyrannie.
Restons au chapitre des menteurs pathologiques. Le président de la Confédération suisse et ministre de la Santé, qui n'a cessé de prendre des engagements qu'il n'a jamais tenus, qui a menti de manière répétée à la population, cette fois-ci à l'occasion d'une prochaine votation qui portera sur la prolongation du certificat Covid, dit je garantis que le certificat ne sera pas réintroduit en Suisse, alors que le 14 avril 2021, il avait garanti qu'une fois que tous les Suisses qui le souhaitaient se seraient fait vacciner, toutes les mesures seraient levées, et quand cela a été le cas, il a imposé le pass sanitaire. Donc on voit le degré de confiance qu'on peut faire à des gens comme ça. Bonne nouvelle toutefois en provenance de la Suisse, le Conseil fédéral est prêt à inscrire l'argent liquide dans la Constitution. Et en fait, il y a une initiative populaire, comme c'est possible en Suisse, qui est en voie de récolte de signatures. Et dans un cas comme ça, le gouvernement peut proposer un compromis, si vous voulez, quelque chose qui va moins loin que l'initiative, mais qui peut peut-être convaincre plus de gens. Et qui, donc l'initiative est contre la suppression de l'argent en cash en Suisse. Et le Conseil fédéral, le gouvernement, propose de l'inscrire dans la Constitution, ce qui est une très bonne idée. Terminons avec une petite séquence humour. La première s'adressa aussi aux misérables de Heidi News. Voici une petite chanson qui s'appelle « Tes amis complotistes avaient raison et tu leur dois des excuses ». Celle-ci bien trouvée, de Sarkozy faisant son footing. Si on garde le rythme, on aura franchi la frontière avant la nuit. Celle-ci sur ça, un bracelet qui peut-être peut lui faire plaisir malgré tout. Et je garde le meilleur pour la fin, un dessin d'enfant sur la théorie du genre, vous voyez. Au début, les gens naissent sans zizi et sans nichon. Ensuite, la société patriarcale leur fait pousser des zizi et des nichons sans leur demander leur avis. Et alors, celui à qui a poussé un zizi dit « j'aurais préféré des nichons ». Celle à qui a poussé des nichons a dit « ah, j'aurais préféré un zizi ». C'est vraiment pas juste. Allez, bon week-end à vous et à lundi. Et voilà, nous venons de voir la dernière vidéo. C'est maintenant l'heure de la petite chronique de Ben Garneau. Voici ce qui a retenu mon attention ces dernières heures. Dans la province de Québec, on a un monsieur ici qui s'appelle Jean-Marc Léger. Si on regarde à droite, Léger est la firme de sondage la plus précise au Canada. Donc, Jean-Marc Léger est le président de la firme de sondage Léger, la plus importante firme de sondage, de recherche, marketing et analytique à propriété canadienne. Et nous revenons à gauche. Voici un message qu'il a posté le 17 mai. Nous sommes près de 8 milliards d'humains et nous atteindrons les 10 milliards peu après 2050. Doit-on diminuer le nombre d'humains sur Terre de manière paisible? C'est toute une question à se poser. Qu'en pensez-vous? Et cette image-là, il faut dépeupler la planète de 6 milliards de personnes et de manière paisible. C'est un monsieur qui s'appelle Denis Meadows. Et on dit accessoirement, il est membre du Forum de Davos. Moi, voyez-vous, si j'avais été à la place de Jean-Marc Léger, jamais j'aurais reposté ou posté ce message-là. Parce que comme on le voit, si on retourne à gauche, il s'est attiré quand même pas mal de réponses négatives. Parce que quand on dit qu'il faut dépeupler la planète de 6 milliards de personnes de manière paisible, ça signifie quoi en réalité? Ça signifie de les éliminer sans que ça paraisse trop dans la population. C'est vraiment troublant qu'il ait posté ce message-là. Et si on regarde ce qui se passe dans la province de Québec, ici, le 14 décembre 2020, c'était le début de la campagne de vaccination contre la COVID. Bon, on voit un peu la surmortalité à partir du début de 2020 jusqu'à pratiquement maintenant. Bon, 2020, il y a quand même eu une surmortalité. On a commencé la vaccination le 14 décembre 2020. 2021, ça a été une année de surmortalité aussi. 2022, mais 2023, oups, il y a vraiment une bonne surmortalité. Bon, c'est quand même des chiffres officiels, il faut en tenir compte. La théorie de tous vaccinés, tous protégés, ça n'a pas l'air à être évident pour l'instant. C'est un peu la même chose dans tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne.
Bon, est-ce que c'est comme ça qu'on appelle faire disparaître des gens de manière paisible? Bonne question. Alors voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci et à la prochaine. On est 7,5 milliards d'êtres humains sur la Terre. Imagine qu'on se tienne tous côte à côte, l'un à côté de l'autre, comme ça. Et puis on ferait des rangées, l'une derrière l'autre, pour faire un carré. Et ben ce carré, il mesurerait 86 km de côté. Ouais, l'humanité complète tiendrait dans une région de France ou une petite partie de la Suisse. Tu peux vérifier, 86 km, c'est 86 000 mètres. Et 86 000 fois 86 000, c'est à peu près 7,5 milliards. Et donc ça, c'est capable de pourrir ça. Qu'en penses-tu, Sigurd? Tu veux être roi? Tu veux être roi, Ubbe? Tue-moi, et tu deviendras le roi Ubbe! Est-ce que tu as peur? Sois un homme. Pourquoi est-ce que tu es revenu ?